à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur consacré à la lumière en compagnie de Lise Rouen, fondatrice de LuxZone, et de Gabor Ulvetsky, donc fondateur de Dulgador. Cette rencontre est organisée dans le cadre de la 7e édition des Rendez-vous de la matière plus faire et elle s'inscrit également dans notre nouveau cycle de rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. Donc on a l'honneur aujourd'hui de recevoir Lise Rouen et Gabor Ulvetsky. Juste avant de leur laisser la parole, j'aimerais peut-être dire 2 mots sur cette thématique de la lumière, qui est à la fois un élément qui fascine, un élément d'expérience sensorielle, on va le voir, qui révèle la matière, d'où le nom de cette rencontre, et qui peut aussi peut-être être percevoir aussi comme une contrainte, puisqu'il s'agit de composer finalement avec la lumière, on le verra notamment avec Gabor Ulvetsky, et dans l'aspect un peu plus de contraintes, et notamment pour ce qui concerne les ombres et les ensoleillements. Et ça, je pense que nos deux artisans pourront le confirmer, que quand on installe une création dans les intérieurs, il faut composer avec la lumière naturelle aussi. Et donc, voilà, on va essayer de répondre à ces différents aspects, ces différentes questions ensemble. Et on a vraiment pensé cette table ronde dans l'esprit d'une table ronde. Donc, et je vous invite à surtout nous poser vos questions par écrit. Donc, vous avez en bas de votre écran l'onglet discussion. Et n'hésitez pas à me partager vos questions. Je les transmettrai ensuite. Et je pense que nous pouvons commencer. Lise, je vous laisse la parole de façon à ce que vous puissiez nous présenter votre savoir-faire. Bonjour Marie-Alice, merci pour cette introduction. Bonjour Gabor, bonjour à tous. Donc Lise Rouen, je suis artiste et designer textile, fondatrice de la maison de création LuxZone qui crée et développe des matières lumineuses innovantes. Donc aujourd'hui, je développe un savoir-faire autour de la technique du tissage et suivant 2 process de création. Donc un process de tissage, donc, qui est celui du tissage artisanal, que je travaille sur 2 outils de production que vous pouvez voir juste derrière moi. Donc sur votre gauche, vous avez un métier à tisser manuel, un métier à tisser à échantillonner, sur lequel je crée très rapidement des échantillons, des recherches. Et sur votre droite, donc, vous avez un métier à tisser d'une laisse un peu plus grande, on est sur du 1,20 m, qui me permet de produire des matières dans une dimension un peu plus importante. Donc en parallèle de ce process artisanal, je suis en cours de développement, et cela avec 2 partenaires industriels français, des tisseurs, pour arriver à produire mécaniquement ces matières. Alors ces matières, justement, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Donc j'espère que vous allez bien voir à l'écran. Je vais peut-être éteindre à côté, hop. Donc je travaille en fait des matières lumineuses à partir de fibres textiles et de fibres optiques. Effectivement. Voilà, donc la fibre textile, je la travaille en chaîne et en trame. Et la fibre optique, je la travaille en trame essentiellement dans la matière. Donc je travaille aussi d'autres qualités de fibres lumineuses comme les fibres diffusantes. Vous utilisez la fibre que vous tissez en même temps que vos fils. Enfin voilà, c'est les matières que vous entrelacez en même temps dans le tissage. Ah, tout à fait. Donc concernant les fibres textiles, je travaille principalement en chaîne des qualités de fil, coton et de lin. Donc là vous avez un exemple. Donc c'est un coton câblé, très robuste, un lin également, que je m'approvisionne auprès d'une usine de retordage en France, dans l'Oise.
Et en trame, je travaille également d'autres qualités de lin, de coton, également des qualités de soie et laine. Donc là, par exemple, on a un mélange d'un fil de soie et laine. Donc pour cette qualité-là, je travaille beaucoup avec les filatures italiennes. Je travaille également sur des qualités de fil cardé, 100% laine. Donc des qualités que je trouve auprès de filatures creusoises. Et pour donner un autre exemple, des polyesters recyclés, effet laine, donc qui eux proviennent d'une filature dans le Tarn. Donc c'est important pour moi, voilà, de vraiment recentrer, on va dire, l'approvisionnement des matières premières quand c'est possible, bien sûr, en France. Mais c'est vrai qu'on a des belles qualités de soie auprès des filatures italiennes, par exemple. Donc pour ce qui est de la fibre optique, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc la fibre optique, c'est un monofilament souple et transparent, en fait, qui a commencé à être connu dans les années 70 et qui était utilisé à ce moment-là, qui l'est toujours dans les domaines de l'éclairage, de l'imagerie, beaucoup pour le médical, et petit à petit dans le milieu de l'art et des arts textiles. Donc c'est un monofilament en fait qui conduit la lumière à partir d'une source, donc ce qu'on appelle un générateur, donc d'une source LED. Donc cette fibre, elle est composée d'un cœur en PMMA, le PMMA qui est un polyméthacrylate de méthyle, autrement dit je cherche le nom, un polymère fluoré thermoplastique transparent qui lui est recouvert d'une gaine. Donc les différentes caractéristiques de cette fibre est qu'elle est robuste, elle résiste bien à la torsion, aux vibrations. Elle a l'avantage de ne pas nécessiter d'entretien particulier ni de remplacement. Elle n'émet pas de chaleur. Elle ne transporte pas l'électricité, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser dans des lieux humides, comme par exemple des spas. La lumière qui est obtenue, qui va être visible sur le long de la fibre, elle est dépourvue de rayonnement UV et infrarouge, donc c'est pas nocif pour la santé. Et on l'utilise donc avec des sources LED qui, elles, ont une durée de vie qui va au-delà de 50 000 heures. Donc c'est relativement quand même économique. Donc cette fibre-là, je la trouve, je l'achète auprès d'un revendeur français qui, lui, est un spécialiste de l'éclairage par la fibre optique. Et du coup, je me pose une question avec ces caractéristiques. C'est vraiment, du coup, le tissage, les fils de coton ou de soie à côté ne chauffent pas Non, du fait pas de du la tout. fibre optique. Il n'y a pas de... Voilà, c'est du coup peut-être une question un peu pratique, un peu technique, mais... Tout à fait. Donc non, là, effectivement, en surface, on n'a aucune chaleur. On a on a un peu de chaleur au niveau du dispositif éclairant, mais qui est complètement régulé du fait des matériaux travaillés, l'aluminium entre autres, voilà, qui permet de dissiper la chaleur en fait. Donc je travaille aussi une autre qualité de fibre lumineuse qui est la fibre diffusante. Alors j'ai oublié de préciser qu'en fait cette fibre optique, si on lui impose si on la traite en surface, on peut avoir une surface lumineuse. On peut la rendre lumineuse du coup sur toute sa longueur et plus juste sur les extrémités. Donc ça se fait suivant un procédé qui a été breveté par une entreprise française. Et voilà, c'est vraiment un métier. Et la fibre diffusante, donc elle est de la même famille que la fibre optique, mais avec des caractéristiques un peu différentes. Elle n'a pas besoin d'être traitée en surface pour être déjà lumineuse. Donc comme on peut le voir par exemple ici. Donc elle est comme en fait une sorte de néon relativement souple et transparent.
Par contre, elle, je l'utilise en chaîne dans ma matière et non pas en trame comme la fibre optique. D'accord. Alors, peut-être que vous pouvez nous donner des précisions justement sur les gestes et la façon de la différence entre trame et chaîne. Oui, tout à fait. Alors pour ça, je vais partager mon document. Hop. Voilà, vous visualisez correctement le document? Oui, tout à fait. Alors, un visuel sur mon atelier où j'étais il y a encore un mois, donc à la Cité de la Tapisserie au Buisson. Là, vous voyez un petit peu mieux les outils de production. Donc, dans les grandes étapes de fabrication d'une matière lumineuse, vous avez tout d'abord l'étape du tissage, la fabrication à proprement parler, qui comprend la préparation de la chaîne, donc ce qu'on appelle le lourdissage. Donc les fils sont préparés suivant une longueur définie. On en fait des tresses. Ces tresses vont être déposées, amenées sur l'ensouple arrière du métier. Les fils introduits un à un dans des petites lisses. Donc là, sur l'image de droite, on voit aussi toute l'étape du rentrage et de l'empeignage pour arriver ensuite donc à l'étape du tissage. Donc là, vous avez devant vous une chaîne de coton préparée sur métier. Et là, je suis en train de travailler, par exemple, une chaîne de laine. Et j'introduis, en fait, entre les deux nappes de fil qui constituent mon tissu, et dans ce qu'on appelle l'ouverture, en fait, dans le tissage, la foule, j'introduis manuellement la fibre optique en trame. Donc là, sur cette image, on voit bien dépasser les fibres optiques. Voilà. Et donc ça, c'est la première étape, donc le tissage. Et la seconde étape donc, va concerner le fameux traitement de surface dont je parlais, suivant une technique brevetée, qui va permettre de rendre la matière donc lumineuse en surface. Et la troisième étape, ça va être la pose d'une connectique, donc d'une source lumière sur une des extrémités de la matière, hein, c'est ce qu'on voyait ici. Et donc qui va permettre la mise en lumière. Donc moi aujourd'hui j'utilise deux procédés de mise en lumière, dont un qui a été développé, que j'ai développé en fait avec un ingénieur qui lui est spécialiste sur de l'optique et de la mécanique. Et j'ai pu faire cette recherche et développement en 2018 suite à l'obtention d'un financement par la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui aide en fait les jeunes entreprises avec un volet innovation à lancer un programme d'innovation. Donc de cette manière, j'ai pu réfléchir, penser avec l'ingénieur à développer un système éclairant plus facile à intégrer à la fois dans la matière, mais aussi dans un agencement et pour proposer des solutions, on va dire, clés en main aux architectes. En tout cas, une solution facile à comprendre et à utiliser. Et, une question du coup, comment percevez-vous l'ambivalence entre finalement le tissage c'est ordonné, maîtrisé, un assemblage de matériaux, et en même temps avec la lumière il y a quelque chose d'assez spontané, assez inattendu aussi dans l'approche de cette technique et de cette matière finalement. Oui, alors effectivement, on peut percevoir une ambivalence sur ces matières lumineuses, du fait qu'elles sont le fruit d'une technicité quand même, d'une précision, d'une rigueur, on va dire, au niveau de la fabrication, et cela à tous les stades de cette fabrication, que ça soit du tissage, du traitement de surface, parce qu'on travaille avec des machines hyper sensibles, en fait, qui peuvent se dérégler très facilement, mais jusqu'au niveau, jusqu'à la pose du dispositif éclairant et de l'agencement. Donc toutes les étapes sont importantes, demandent une véritable attention. On pourrait presque dire finalement qu'on n'a pas de marge d'erreur. Une fibre optique qui casse,
c'est tout de suite, bon, on change, on recommence. Et en fait, ce qui se passe dès lors qu'on met en lumière cette matière, c'est que tout d'un coup, toute cette technicité, elle vole quelque part en éclats, elle est complètement dissimulée, on l'oublie, on n'y pense plus. Et en tout cas, quand ça se passe comme ça, c'est que le projet est réussi, et c'est ça que j'ai envie de réussir à voir. C'est-à-dire que la technicité, on la laisse de côté au profit des émotions, donc de la beauté de la matière. Ça, c'est très important pour moi. D'accord. Et du coup, ça me peut aussi me poser la question un peu de votre approche, cette sensibilité à la matière, comment vous l'avez développée, comment vous êtes formé, voilà, comment vous avez réussi à arriver à cette approche-là. Alors, moi, j'ai commencé à travailler cette matière quand j'étais en études à l'école du Perret. Donc, je suis diplômée d'un DMA, d'un diplôme des métiers d'art textile, et spécialisée en tissage. Et très rapidement, voilà, j'ai commencé à travailler autour du phénomène lumière, sur les thématiques lumière naturelle, lumière artificielle, notion d'intérieur, d'extérieur. Et aussi suite à la rencontre avec un ingénieur qui lui venait de l'univers du son et de la lumière, et qui très rapidement, voilà, m'a mis à disposition des harnais de fibre optique. Parce qu'au tout démarrage, je travaillais plutôt avec des systèmes de néon, avec des systèmes d'éclairage halogène, avant d'utiliser des systèmes par LED. Et voilà, donc ça a vraiment démarré à ce moment-là, donc en 2012. Et quelles sont vos sources d'inspiration actuellement? Alors, je puise mes inspirations beaucoup dans le champ de l'art contemporain. Je peux peut-être vous montrer quelques visuels. Allez-y. Voilà. Alors, donc, je me suis beaucoup inspirée d'artistes qui ont travaillé autour du phénomène de lumière. Comme par exemple, là on l'a tout en bas à gauche, l'artiste Anthony McCall, avec une œuvre qui s'appelle Light Describing a Cone, et que j'ai pu voir projetée en fait à l'église Saint-Pierre-aux-Nonains à Metz il y a plus de 10 ans de ça, et qui m'avait véritablement touchée, et qui est en fait ce qu'il appelle un film solide, qui est une sculpture lumière projetée sur les murs de l'église, et qui forme pendant 30 minutes comme ça un cercle. Donc nous, en tant que spectateurs, on peut vraiment rentrer en fait dans cette matière, dans cette e-matière, l'appréhender. Et en fait, on s'aperçoit que vraiment cette lumière, c'est un phénomène qui nous subjugue complètement. Donc un peu plus tard aussi, j'ai découvert qu'il y avait tout un mouvement d'artistes américains, le mouvement Light and Space, qui s'était beaucoup intéressé au phénomène de lumière, et voilà, qui s'interrogeait sur la manière dont on pouvait rendre visible le réel. Donc ces artistes, il s'agit de Robert Irwin, de Doug Wheeler et James Turrell, pour ne citer que. Claude Lévesque aussi, un artiste qui m'intéresse beaucoup. Et là, j'ai pas mis dans les images cette référence, mais il y avait aussi l'opéra abstrait et visionnaire, donc Einstein on the Beach, de Bob Wilson, qui laisse percevoir, voilà, une lumière qui transforme complètement la perception du spectateur au sein d'une esthétique à la fois troublante et séduisante. Et là, j'ai mis d'autres références, plus dans le champ de l'architecture, d'intérieur, de l'objet, du luminaire, ou encore de la scénographie, de la joaillerie, donc qui sont des secteurs, des domaines dans lesquels je souhaite aujourd'hui travailler. Et on perçoit bien à travers ces photos à chaque fois, effectivement, la lumière qui fascine, ce liseré qui apporte finalement toute la vie au lieu. Et en fait, je vois derrière vous
votre création justement lumineuse et on retrouve tout à fait cette fascination et cette expérience en fait sensorielle dont on parlait effectivement. Oui, tout à fait. Et finalement, à partir de ces inspirations, quand vous avez une idée, comment se passe un peu votre processus de création? Vous travaillez, à partir de croquis, à partir de dessins? Est-ce que voilà, comment vous partez de l'idée pour arriver finalement au résultat, à l'œuvre finie? Dans le processus, bon, je dirais qu'il y a pas d'étape, prédéfinie à l'avance, car chaque projet, chaque réalisation, est unique et en fait, tout dépend du contexte, déjà. S'il s'agit d'une commande, d'une réalisation, spontanée, comme par exemple le Pavillon d'or, une œuvre, qui se situe, donc juste ici. Ou si ça concerne une recherche et développement. Donc ça dépend vraiment de ce contexte. Toutefois, la démarche, elle peut être initiée d'un croquis. Ça m'arrive de dessiner et donc très vite de projeter des dessins de matière dans un espace. Donc je rattache toujours la matière à la notion d'espace. Cette démarche, elle peut être initiée aussi, elle peut partir d'un lieu et de la personne qui l'habite. Pour moi, c'est hyper aussi important de comprendre, enfin de connaître, oui, d'approcher la personne qui vit dans ce lieu pour répondre de manière juste à un projet. Une démarche peut aussi être initiée par une couleur. On peut avoir envie de travailler à partir d'une couleur ou d'une fibre. Donc moi, c'est vrai que je teste souvent des nouvelles qualités de fil. Donc là, j'ai mis un petit exemple. Donc ça va du fil de soie, la fibre de bambou, la fibre de verre, des qualités de laine, du cachemire. Donc on peut travailler à peu près tout ce qu'on veut, en tout cas dans le sens de la trame. Voilà. Donc, Vous parliez d'expérimentation aussi justement ou enfin du coup les démarches sont différentes, justement quelle part accordez-vous à l'expérimentation et comment ça se passe? Et peut-être avec des collaborations aussi, en parallèle? oui, alors l'expérimentation, je dirais qu'elle est complètement moteur dans mon travail et c'est réellement ce qui me fascine le plus. Je vais vous montrer quelques exemples de collaboration. Alors. Donc là, j'ai un exemple d'une collaboration faite avec un designer et ébéniste qui s'appelle Vincent Crinière. Et on avait réfléchi ensemble à associer nos savoir-faire, donc le travail du bois et celui de la matière. Donc là, on confronte les deux matériaux, le frêne et un tissage qui est en fait un tissage de chêne coton, trame laine et fibre optique. Et on a voulu comme ça confronter les volumes, travailler sur les contrastes, les jeux d'ombre et de lumière sur la matière. Et aussi permettre, enfin en tout cas, voilà, avoir un rendu à la fois intéressant sans éclairage et avec éclairage dès lors qu'on est dans la pénombre, dans l'ombre ou dans l'obscurité. Parce qu'il faut bien comprendre que la matière Luxdone fonctionne dans ce contexte de pénombre, d'ombre et d'obscurité, en fait ce que j'appelle l'espace nuit. Voilà pour un exemple de collaboration. Là, je peux vous montrer peut-être une autre réalisation. Donc en fait, c'est le pavillon d'or que vous voyez juste derrière moi. Donc il y a un tissage de fibres diffusantes en chêne et une trame travaillée à partir d'un fil de laine et de soie qui ont été assemblés. Ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement, les fibres optiques semblent complètement invisibles. Donc, on a un peu l'impression qu'il y a quelque chose de magique au moment de la mise en lumière, j'imagine. Oui, oui, oui. Et ce qui est assez étonnant avec cette fibre diffusante qu'on travaille en chêne, c'est que, donc comme on le voyait tout à l'heure, elle émet en fait une lumière à l'origine qui est une lumière blanche.
Donc je vous remontre à l'écran. Donc on a bien une lumière blanche. Et dès lors qu'on va mettre en lumière en fait la matière, c'est toute la teinte qui se situe pour le coup sur la laine et le fil de soie qui va ressortir. On a l'impression d'une lumière chaude, donc pas du tout, c'est la couleur qui donne cette impression-là. Donc c'est assez fascinant. Il y a une vraie magie en fait dès lors qu'on met en lumière cette matière. Et Donc, peut-être, justement, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions un peu sur, bien du coup, comment finalement vos créations habillent les intérieurs? Comment, voilà, les espaces que l'on peut occuper? Alors, on voit des panneaux, j'imagine par avant. Dites-nous-en un petit peu plus. donc Luxdone aujourd'hui appréhende les différents segments à la fois du luxe et du haut de gamme pour les différents marchés de l'architecture d'intérieur, de la décoration, du design, mais aussi de l'événementiel, de la scénographie, du médical et du bien-être. Et en fait, on va pouvoir, la matière va réellement habiller et révéler des intérieurs suivant les différents usages qui sont l'aménagement d'espaces de réception, des halls d'accueil par exemple, mais aussi des espaces plus intimes comme des chambres. Donc on va pouvoir aussi répondre à des projets résidentiels, travailler sur des sculptures lumineuses, euh, travailler des propositions par exemple pour des boutiques de luxe, des aménagements pour des yachts. Par exemple, voilà. D'accord. Et du coup, effectivement, on comprend bien, même avec la photo qu'on a sous les yeux, que par contre, la situation, l'emplacement dans les espaces intérieurs est essentiel par rapport à ces arrivées de lumière naturelle aussi, puisque du coup, il y a un ajustement à faire entre les deux. Oui, Entre... complètement. Euh, oui, oui, alors c'est vraiment important de bien appréhender l'espace dans lequel on va travailler. Et pour ça, c'est important aussi pour moi d'intervenir suffisamment en amont d'un projet et d'être intégré, enfin en tout cas que la matière Luxzone soit intégrée assez tôt dans la réalisation. Donc moi je travaille de cette manière, je propose toujours des prototypes, des premières recherches préalables aux architectes et ils vont pouvoir à ce moment-là choisir quelle densité de fibre optique on va mettre dans la matière et quelle température lumière on va travailler. Donc en lumière, donc on parle en degrés Kelvin. Donc voilà, on va se demander si on va plutôt travailler une lumière chaude, une lumière froide, et suivant quelle densité. Donc là, je peux vous montrer cette matière qui est juste en dessous de moi. Hop. Vous voyez bien? Peut-être en arrêtant le partage d'écran, l'écran en un peu plus grand, si vous pouvez. Voilà. Voilà. Hop. Et oui, là, on voit. Tout à fait. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de, voilà, vraiment de... La lumière vient en fait sculpter à la fois les volumes, elle souligne aussi la contexture du tissage. Ces matières, elles peuvent être appréciées des deux faces, recto verso. On peut travailler un dessin ou un autre. Alors bon, là on a vraiment pour le coup ce qu'on appelle le dessin, l'armure en tissage qui ressort, qui est mis en valeur par la lumière. Donc, Et là, vous avez bien les différentes densités de fibres optiques dans la matière, sachant qu'on peut très bien aussi avoir des zones sans lumière. On fait à peu près ce qu'on veut à partir de là. Voilà, c'était pour vous montrer un autre exemple. j'imagine qu'effectivement, c'est dans votre travail avec les architectes, c'est une discussion, collaboration, vous échangez de façon à avoir, Oui. vous répondez, enfin, parce que du coup, ma question, c'est est-ce que vous répondez à des commandes très précises ou est-ce que du coup, il y a cette part un peu aussi de création, de liberté mais finalement, c'est un échange entre les deux, c'est ça? Je pense que c'est vraiment un dialogue entre les deux.
Alors moi j'avais eu le cas d'un architecte voilà, qui travaillait sur un projet d'extension d'hôtel-restaurant et qui avait besoin de décors de tête de lit dans 6 chambres. Donc il avait cette envie de travailler des fils textiles avec des couleurs relativement vives. Donc ça c'était la contrainte imposée. Et il voulait qu'on voit plutôt bien, on va dire, la lumière, pas seulement dans la pénombre pour le coup. Donc là, on a augmenté la densité de fibre optique dans la matière. Je lui ai amené différentes propositions, que ce soit sur les coloris, les densités de matière, voilà, différentes propositions de contexture. Et pour retenir au final trois propositions autour de 3 coloris qui ont été intégrés en fait dans les têtes de lit. Donc c'est vraiment un dialogue avec l'architecte, avec le client. Et ça passe par des allers-retours, des phases de test, de prototypage, de mise en situation préalable. D'accord. Je reçois justement une question sur, du coup, est-ce qu'il y a des limites pour la réalisation des tissages et quelle est la largeur maximum du panneau pour le tissage? Alors sur les dimensions, donc si on est sur un process artisanal fait main, donc sur ce métier que vous avez juste derrière, on va être sur des lèses d'1,20 m. Et sachant qu'on a toujours une connectique à poser sur une extrémité de la matière, on va enlever quelques centimètres, on va retomber à 1,10 m à peu près. Et dès lors qu'on va pouvoir passer sur des techniques mécanisées, on va dire, ça c'est un développement en cours. Donc j'y verrai un petit peu plus clair à partir de septembre-octobre 2021. Là, l'idée c'est de passer sur des lèses non plus d'1,20 m, mais 1,10 m, mais plutôt 1,20 m, voire 1,70 m 80. Voilà. C'est en développement prochainement. Voilà, c'est ça. D'accord. Euh, et peut-être qu'il y a un endroit, effectivement, où on peut voir, parce que c'est vrai que tous vos échantillons, vos réalisations, ce que vous nous montrez, ça nous donne envie de voir en vrai, parce qu'il y a quand même quelque chose de très fascinant avec cette mise en lumière. Il y a un endroit où on peut vous rencontrer, voir vos créations? Alors, moi j'ai mon atelier qui se situe à Aubusson. Voilà. En fait, je suis installée au Busson depuis 2017 et suite à une candidature qui avait été lancée à l'époque par la Cité de la Tapisserie d'Aubusson et une pépinière d'entreprise et qui visait à ce moment-là à faire venir sur le territoire des porteurs de projets axés sur les textiles innovants pour l'univers du luxe. Donc je suis au Busson en fait depuis 2017, j'ai mon atelier là. J'ai aussi des associés, une équipe d'associés qui est à Lyon. Donc je suis assez souvent à Lyon et relativement mobile. Enfin, je suis souvent aussi à Paris. Voilà. On peut vous contacter et Oui, organiser tout à les... fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces précisions. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole maintenant à Gabor Ulveski pour qu'il nous présente justement une deuxième façon finalement de travailler avec la lumière et on rééchangera ensemble ensuite. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Gabor. Très bien. Donc, je m'appelle Gabor Ulvekski. J'ai créé la société Ulgador il y a plus de vingtaine d'années. C'est toujours la même histoire. Au départ, d'un travail plasticien qui cherche de quoi devenir quand il sera grand. Donc, des séries d'accidents qui m'ont amené à travailler avec les feuilles de métal. Feuille de métal, je ne dis pas feuille d'or parce qu'en fait, ce n'est pas la caractéristique principale. C'est une matière, c'est un médium avec quoi j'essaye de développer certains effets. Donc, la lumière, pour moi, contrairement à Elise, c'est une problématique complètement différente. C'est-à-dire que moi, je n'intègre pas la lumière, je ne peux pas intégrer la lumière. Parfois, ça me gêne, justement. Trop de lumière crée des reflets qui qui sont pas nécessairement recherchés. Par contre, c'est une éternelle recherche et des jeux
de cache-cache, presque avec la lumière, en sachant que l'origine de la dorure qui remonte peut-être des millénaires, c'était justement pour éclairer ou illuminer des pièces plutôt sombres. Donc, ce travail de métallisation sur différents supports, avec la relation de la lumière, moi, je n'arrive pas vraiment à définir. En tout cas, moi, je dois tenir compte quasiment pour tous les projets. Et chaque fois, c'est une découverte. Parce que parfois, je découvre qu'une minuscule source de lumière dans une pièce sombre fait vivre justement les motifs ou les effets métallisés. Donc la problématique, c'est-à-dire la lumière, pour moi, ce n'est pas un moteur, c'est toujours la découverte, un petit peu suite à des différentes sortes d'applications, différentes sortes de supports. La feuille de métal, nous appliquons sur quasiment tout support. Au départ, c'était le papier. C'était un défi, comment appliquer la feuille de métal, que ce soit cuivre, argent, aluminium ou parfois feuille d'or, sur papier et sur le papier le plus fin possible. Comme c'était le cas et ça continue de l'être sur un papier qu'on appelle non tissé de 14 grammes. Donc, ou des papiers venant de l'Asie, la plupart du temps de Japon, Népal ou Thaïlande, où j'ai pu rencontrer des papiers d'une finesse extrême et pour moi, c'était un espèce de défi à relever pour comment on peut les dorer sans abîmer la beauté du papier. Mais là, actuellement, nous sommes sur une matière complètement opposée, c'est le verre, c'est-à-dire c'est le travail sur le verre qui est très fascinant parce que ça a l'air d'être encore une aventure qu'on ne voit pas encore le bout. C'est-à-dire, chaque recherche contient des surprises, souvent bonnes, ou en tout cas majoritairement bonnes surprises, tellement que nous sommes forcés de nous limiter parce qu'il y a une telle possibilité qui peut s'ouvrir que sa vie devient ingérable. Donc, à partir de papier de 14 grammes, en passant par le bois textile vert, on peut tout dorer, tout métalliser, disons. Je ne sais pas comment je peux être plus précise, n'est pas tomber dans l'idée de la dorure connue par tout le monde. Et justement, peut-être que vous pouvez nous donner des précisions sur votre procédé, c'est-à-dire que vous travaillez la feuille de métal de façon un peu particulière. Je sais que vous pouvez l'oxyder parfois aussi, ce qui donne des aspects différents et variés. Vous avez peut-être des précisions à nous donner? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout est commencé, je vous avais dit, par un accident et pour rechercher un effet souhaité, j'ai créé au début des ratages qui sont devenus une certaine manière de mon fonds de commerce pour longtemps et même pour mes descendants, j'espère. En tout cas, il y avait des effets d'oxydation que j'ai découverts avec quoi j'arrive à vraiment donner des couleurs assez impressionnantes à des feuilles de laiton cuivre ou feuilles d'argent même, qui en fait qui nous permettent de créer une gamme je dirais pas gamme de couleurs, de gamme des teintes, gamme des coloris. Est-ce que vous avez des visuels pour nous montrer en même temps que ça donne envie de voir?
Oui, tout à fait. Déjà, attendez. Donc, effectivement, j'essaie de récupérer mon... attendez, comment vous m'avez dit? Il faut faire partager l'écran. Il est où? Voilà. Et plein écran. C'est ça, vous voyez? Donc, voilà, c'est un petit peu la matière première en vrac. Là, ici, vous voyez la feuille de laiton. Si vous voyez bien, à gauche, vous voyez la feuille de cuivre et au milieu, le cuivre oxydé. On voit bien les variations de teintes, comme vous dites. Oui, là, on a, grosso modo, vous voyez un petit peu, de ce côté-là, c'est les feuilles de laiton qui sont oxydées à droite. C'est les feuilles de cuivre qui sont oxydées. Donc, vous pouvez avoir un petit aperçu des gammes des possibilités. Et ce qui est intéressant, que tout brille. C'est-à-dire que là, ce n'est pas des couleurs pigmentées, c'est une couleur, une partie optique et une partie vraiment le métal qui change la couleur. Donc là, à ce côté, ça, je parle de ça parce que là, parfois, on pose la question, est-ce que notre travail peut être exposé au soleil? Tout à fait, parce que ce ne sont pas des pigments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... il ne peut pas avoir de disparition des couleurs parce que c'est vraiment des... c'est la matière même qui a cette couleur. Voilà, donc c'est la matière première. Après, les réalisations peuvent être différentes. Oui, la façon qu'on applique, une façon brutale, on applique la feuille pour obtenir les motifs finaux. Là, ici, c'est un papier peint qui était l'un de nos meilleures ventes, disons. Et on voit un petit peu, justement, vous allez voir quelques images où justement j'ai choisi par rapport à nos thématiques, la lumière, comment la lumière peut tuer ou éventuellement développer effet de métal. Là, ici, bon, ça c'est un projet qui était réalisé à Dubaï où les pièces étaient assez calfeutrées et donc il fallait trouver une décoration d'une des portes. Et finalement, là, je ne sais pas, est-ce que vous voyez le curseur? Donc, en bas à gauche qui était choisi parce que ça contenait sa propre lumière d'une certaine manière. Donc, voilà, oui, je comprends la nuance. Oui. Voilà, donc c'est ensuite, comment j'avance? Là, ici, en fait, c'est un travail sur soi, derrière une applique. Et moi, j'étais un peu dubitative parce que j'avais peur que justement, cette lumière, en plus en contre-jour, il va complètement tuer le motif. Mais non, ça, pas seulement il n'a pas tué, mais il a développé et même on a l'impression qu'il est en relief. Parfait. Donc là, ce travail-là, c'est encore en état de lait sur la table. Bon, effectivement, couleur ah oui, pardon. Là, c'était sur une soie un peu dorée, une couleur changeante, légèrement changeante, mais en fait, c'est l'argent. C'est-à-dire que le motif est argenté, pas du tout doré. Là, je pense que c'est la photo qui n'est pas assez bonne ou en tout cas mal réglée, mais en tout cas, c'est pas doré, c'est argenté. Là, en bas, c'est une autre question. C'est justement ces fameuses non tissées de 14 ou notamment 17 grammes qui est transparente, où j'ai appliqué la dorure d'une certaine manière, un peu tramée, qui laisse passer la lumière. Donc, c'était une présentation des sacs de Bulgarie ou des laits de, je ne me souviens plus combien de mètres de hauteur, qui étaient installés devant un mur
qui contenait le logo que vous voyez et des projecteurs qui étaient cachés derrière le tissu qui a fait développer, c'est-à-dire qui a laissé apparaître le motif derrière. Donc ici, c'est une pure transparence. Transparence, mais avec un avant-plan doré. Là, c'est Hôtel Tsuba. Si vous voulez boire un excellent cocktail à Paris, n'hésitez pas. Il paraît que c'est parfait. Là, ici, on a travaillé sur un verre dépoli où la question était lumière, rétroéclairage. J'avais une grosse crainte que rétroéclairage avec la dorure, qui est en fait, c'est du métal battu, pas très épais, très très fin, 0,7 microns, mais quand même, ça crée une ombre. Donc, mon crainte, c'était s'il y a un rétroéclairage, on ne verra pas du tout la dorure, mais on verra carrément une ombre chinoise. Et pour résoudre, effectivement, on a suggéré installer des petites rampes de LED qui donnent une lumière rasante. Et pas seulement la dorure devenue vivante, mais c'était vraiment comme une couche flottante. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que cette motif, il flotte dans la matière. Bon, la photo, bien évidemment, pas assez parlante. À gauche, là, c'est tout simplement un papier peint qui sont collés au fond d'étagère avec différentes sortes de lumière. Voyez les deux effets en haut et en bas. Qu'est-ce que la lumière fait avec le motif? C'est le même Exactement. papier. Ah oui. Ouais. Donc, on peut développer et on peut éteindre complètement le motif. Là, c'est vraiment une dorure ton sur ton. Où il n'y a pas de relief, c'est vraiment plat, mais c'est uniquement la source de la lumière qui peut faire sortir ou qui peut rendre complètement plat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, là, ça, c'est une autre histoire. C'est une porte coulissante. Les deux côtés, à gauche et à droite, qui sont coulissants, c'est une sortie de la cuisine. Au milieu, c'est fixe, c'est un panneau fixe. Là, on est obligé de rendre un peu transparentes les portes coulissantes, étant donné que c'est une sortie et entrée de la cuisine, donc il fallait quand même qu'on aperçoive un petit peu à travers. Donc, au milieu, on a travaillé avec une opacité en utilisant le feuille d'argent usé qui donne quand même un effet de reflet, effet de miroir derrière les motifs. Pour les deux portes coulissantes, on a introduit un tissu qui contient de fils de cuivre de Bisson Brunel. Ah oui, ça c'est pas marqué, pardon. Qui donne pareil un effet assez surprenant. Malheureusement, je n'ai pas de photo qui parle de la lumière, mais il paraît que dans la soirée, les gens y voient que le motif. Ah oui. Que quand il n'y a pas trop de lumière, il n'y a que des motifs qui sont visibles et parfois ils ont l'impression qu'il n'y a même pas de porte, il y a juste un motif qui s'ouvre et qui se ferme. Ensuite, là, voilà. Donc, c'est un paravent qui est installé à Château de Champ actuellement, qu'on va exposer à partir du 17 décembre prochain. Malheureusement, c'était reporté depuis bientôt un an. Voilà, c'est un paravent en verre et donc, justement, les trois volets sont les mêmes traitements, exactement le même traitement. Et voyez, par rapport à l'angle, la lumière fait quoi? Donc, on peut vraiment, si on a envie, on peut vraiment faire allumer certains éléments de motifs ou d'autres. C'est-à-dire que selon la disposition de la lumière, on peut voir ou arrière-plan ou l'avant-plan. À sujet de cette réalisation, vous avez utilisé différents types de feuilles métallisées.
Oui, oui, tout à fait. Donc là-dessus, il me semble qu'il y a 6 couches différentes. Déjà, le feuille de laiton, on n'utilise pas en feuille, mais en vrac d'une certaine manière, c'est un effet de marbré. On a utilisé le pareil de feuilles d'aluminium en vrac, la poussière dorée et la poussière argentée aussi. Plus on a rajouté, qui est relativement rare, on a rajouté les pigments, c'est-à-dire pour créer vraiment la partie noire, ou en tout cas, c'est pas noir, c'est marron très foncé. Et tout ça entre 2 couches de verre. En fait, tout ce travail-là, c'est coincé, feuilleté entre 2 couches de verre, donc le dos est dépoli. Ça veut dire qu'on peut avoir un rétroéclairage aussi, si on veut, si c'est nécessaire. Ici, ce n'était pas le cas, mais bon, on avait une installation pour une exposition où c'était carrément devant la fenêtre, mais il y avait des lumières partout, donc c'était assez surprenant. Là, ici, vous voyez deux images, le même travail. C'est sur un papier thaïlandais blanc, totalement blanc. Donc, la grande image suggère un petit peu que c'était pris quasiment dans la pénombre, parce que ce que vous voyez entre les feuilles, normalement, c'est blanc. D'accord. Vous voyez, donc il n'y a quasiment pas de lumière. Il y avait peut-être lumière d'une bougie ou quelque chose comme ça, et ça illumine vraiment la feuille. Les feuilles sont partiellement oxydées, donc c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que j'oxyde une partie de la feuille d'une façon aléatoire, et donc là, sur cette tenture, donc l'effet oxydé, il est dégradant. Ça veut dire que ou accroissant, ça dépend de l'essence. Donc, c'est à partir de feuilles de laiton où il y a un très peu d'oxydation, ça devient complètement oxydé. Par contre, sous la lumière, après, ça, chacun apprécieront par rapport à leur projet. Oui, là, il manque trois photos. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps à récupérer. C'était voilà, donc je ne peux pas illustrer ce que je voulais dire, mais parce qu'il y a deux autres photos de cette fenêtre. C'est pareil, le travail est coincé en 2 couches de verre avec un verre dépoli derrière. C'est une cour, il fallait cacher, mais c'était comment elle s'appelle? C'est un puits de lumière. Donc, dans la journée, ce travail fonctionne complètement différemment. Désolé, On est fait de contre-jour dans la journée, non? Pardon? On est fait de contre-jour dans la journée, du coup. Oui, contre-jour et selon la lumière de pièce, c'est-à-dire que ça donne vraiment 3 effets assez importants, même très spectaculaires, selon le source de la lumière. Mm-hmm. Est-ce que j'ai fait d'autres choses? Ah oui, là, c'est une salle de bain, une crédence de salle de bain avec une rampe de lumière que pour moi, c'est trop. Après, il y avait des modifications, donc avec des réducteurs comment dire, d'intensité de lumière, et finalement, la personne quasiment utilise sans avoir la rampe. Ça, c'est vraiment un exemple de contre-productivité de la lumière. Par contre, dans la cuisine, là, c'est beaucoup plus discret. En tout cas, l'image en bas, c'est là que notre dorure vit réellement, avec un reflet, effet de miroir très, très brisé,
et que toute la beauté des objets il se dédouble d'une certaine manière de sa beauté. C'est du laiton, Après, c'est du pardon? laiton, c'est du C'est laiton. toujours laiton brisé. C'est-à-dire que là, oui, donc ça c'est une feuille de laiton avec un fond noir, mais le laiton, les carrés de laiton sont fissurés on a fait souffrir pour faire ressortir les plis, les fissures ou le fond noir, parce que le reste de la cuisine, c'est un bois brûlé. Bois brûlé. Après, il y a une folie dans le même projet. Donc, ça, c'est une espèce de mobile qui contient absolument pas une seule source lumineuse et qui n'arrête pas à renvoyer la lumière dans tous les sens. En plus, il ne s'arrête pas, il tourne tout le temps avec la chaleur remontant. Ils sont suspendus par une seule fil et ils n'arrêtent pas. En plus, j'ai introduit un travail de Julie Gons, qui est un souffleur de verre, des petites dentelles en verre soufflé qui rajoutent des brisures, des reflets. Là, ici, à gauche, vous voyez une source de lumière, mais c'est un spot sur le plafond. D'accord, ah oui, d'accord. Mais effectivement, du coup, on voit toutes les différentes possibilités de travailler finalement avec la lumière et d'en tirer parti finalement grâce à ces différentes matières. Tout à fait. Oui, après, qu'est-ce que j'ai... Oui, donc j'ai tout montré, je pense. Oui, voilà, c'est tout. Et alors, avec toutes ces photographies, on comprend bien votre univers et finalement vos sources d'inspiration. Peut-être qu'on peut terminer. Alors, j'ai encore 2 questions peut-être avant de terminer, mais peut-être que vous pouvez nous préciser un peu vos sources d'inspiration, justement, votre démarche artistique peut-être plus personnelle. Bah, c'est difficile à dire. Moi je suis tiré comment dire, c'est la matière qui me tire par le nez. C'est toujours, c'est en éternelle découverte. Moi, je ne peux pas dire que je fais des plans de travail, des plans de développement, parce que moi, je suis souvent, comment dire, un exécutant des éventualités qui se présentent. Donc, graphiquement, c'est vrai que je suis inspiré des graphismes japonais ou un petit peu, un petit peu. Bah, ça dépend des périodes. À l'islam aussi, qui me donne pas mal de matière pour imaginer ou transformer ou détourner. Mais en fait, la fonctionnalité ou les fonctions et la réaction de cette matière qui est déjà une source inépuisable. Et puis j'imagine que quand vous travaillez avec des architectes, finalement, les motifs sont pensés ensemble et sont adaptés et réalisés selon les souhaits de l'architecte aussi. Bah, c'est-à-dire que sur notre site, qui est un outil de travail, d'ailleurs, les personnes qui sont présentes, je les invite, si ce n'était pas encore fait, de s'inscrire sur le partie professionnelle de notre site, qui fonctionne vraiment comme un catalogue d'images, en sachant que quasiment tous les effets sont superposables sur n'importe quelle matière. C'est-à-dire ce que vous voyez là dans le catalogue papier peint, n'importe quel motif peut être réalisé sur verre, sur tissu, sur bois, et même la nouveauté, c'est la toile enduite que j'ai développée l'année dernière, qui est peut-être un grand avenir.
Donc, les architectes, souvent, ils choisissent l'un des motifs où ils demandent des modifications ou adaptations, et le fait que les dimensions des murs ou des surfaces à décorer, c'est jamais le même. Donc, je redessine, j'adapte certains motifs, je rajoute, j'enlève, etc., etc. Donc, tout est maniable, tout est amovible et transposable. Et bien évidemment, nous avons des dessins aussi qu'on reçoit ou des suggestions des motifs qu'on travaille, on fait des propositions. En général, on reçoit des élévations, les plans avec les mood boards. Déjà, peut-être un premier choix de la part des architectes ou sinon une suggestion de motifs. Et on essaie de travailler et trouver une entente. Je reçois une question et effectivement, peut-être que l'autre se la pose aussi. Est-il possible de savoir quelle technique d'application vous utilisez pour poser ces feuilles métallisées sur les différents supports? Non. C'est le secret de fabrication Houlgador. Non, désolé, non. Ça restera un mystère. En tout cas, ça reste fascinant sans aucun doute. Peut-être, alors, est-ce que vous pouvez juste arrêter le partage d'écran pour qu'on se retrouve tous sur l'écran? Attendez, hop. Ouais. Oui, nous sommes tous là. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois ma gueule. Vous nous voyez? Oui, je vous vois, ouais. Peut-être pour conclure cette rencontre qui est très intéressante, très riche, et à la fois on a appris sur vos savoir-faire et en même temps sur cette question de la lumière avec laquelle on compose et on crée. Un mot pour conclure, j'aurais une dernière question, ça serait du coup, pour vous, qu'est-ce que représente la lumière? Parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais si en 2 mots vous deviez dire voilà, ce que la lumière représente pour vous, ça serait. Peut-être Alice, si vous voulez commencer. Oui, alors moi je dirais que la lumière, c'est avant tout une expérience émotionnelle qui est primaire et universelle. Et donc la lumière, c'est ce qui nous lie en fait à notre environnement, et en cela, je pense qu'elle est culture. Euh, dans mon champ d'expression, c'est mon médium en fait le plus précieux, en fait ma matière d'expression. Et je pense que c'est aussi important de souligner que le travail de la lumière doit rester à la fois une excellence, une passion, et derrière un métier toujours. Voilà. Et pour vous, Gabor? Je ne peux pas autant dire que Lise, qui effectivement, pour elle, c'est vraiment sa matière première. Moi, je me soumets un petit peu de la lumière et, et, et je le cherche, je l'évite, mais quelque chose d'essentiel et quand même vital. Donc, bon, en tout cas, je n'hésiterai pas à me faire bronzer dès que la lumière arrive. Faut en profiter de cette lumière quand on en a, c'est sûr. Bon, merci Oui, beaucoup. Alors, je sais que on peut rencontrer Gabor donc à son atelier. Je vous passerai les contacts. Je m'occuperai de vous mettre en lien par la suite avec plaisir. Donc voilà, je vous enverrai aussi les liens pour suivre les activités donc de Luxon et d'Olgador. Je vous remercie à tous de votre participation, de vos questions. Et je vous invite aussi à suivre nos prochains Zoom sur. Alors maintenant, la programmation est en ligne sur le site internet Archistorm. Donc n'hésitez pas. Et la prochaine rencontre aura lieu mardi 25, mardi prochain, sur la céramique écoactive. Donc là, on aborde un autre domaine. Et je reçois des messages de remerciements en disant que c'était sublime et passionnant. Donc je vous les transmets, Lise et Gabor. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. merci à vous et merci à tous les participants. Merci beaucoup à vous. Bien. Au revoir. Bye. Alors,